Notre invité ce matin, il est 8h36, Jean-Philippe Tanguy, qui est député Rassemblement National de la Somme, qui était membre de la CMP, la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée Nationale, qui s'est occupée du budget. Vous étiez monsieur budget du Rassemblement National. Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour monsieur Bourdin, merci pour votre invitation. La France a un budget. Le gouvernement Bayrou n'a pas été censuré. Est-ce que vous êtes satisfait ? Non, bon, personne, en tout cas au Rassemblement National, n'est satisfait du fait que M. Bayrou ne soit pas censuré, mais on fait de la politique avec la réalité. La réalité, c'est qu'à partir du moment où le Parti Socialiste avait annoncé la trahison de son programme commun avec les Insoumis, la censure ne pouvait plus passer. Donc les Insoumis ont voulu maintenir cette espèce d'apparence de cirque permanent pour faire croire que c'est une force d'opposition, alors que évidemment c'est eux qui ont empêché Jordan Bardella d'avoir une majorité et d'appliquer un programme de rupture. Donc nous, malheureusement, on prend acte du fait que ces manœuvres en juin dernier ne nous ont pas permis d'être majoritaires et d'avoir appliqué un programme qui aurait bien changé les choses. Il n'y aura pas de bon budget tant qu'il n'y aura pas une majorité Rassemblement National. Mais Jean-Philippe Tanguy, si le PS avait censuré, vous auriez censuré ? Les conditions auraient été tout à fait différentes parce que ça aurait eu des conséquences politiques concrètes. Mais vous auriez censuré ? On ne peut pas réécrire l'histoire. Là. Le débat aurait été différent, les responsabilités à prendre auraient été différentes. Je ne sais pas si on réécrit l'histoire. Moi, je vous pose une question simple. Si le PS avait censuré, est-ce que vous auriez censuré ? Je ne peux pas savoir, moi seul. Ah bon, vous ne pouvez pas savoir ? Non, on ne peut pas savoir, parce que les conséquences n'auraient pas du tout été les mêmes. Il aurait fallu avoir une discussion, agir, peser le pour et le contre. Les conséquences auraient été totalement différentes. Là, c'était un vote de façade. Mais vous étiez favorable à la censure, vous l'avez dit dimanche. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait ? C'est Marine Le Pen qui vous a fait changer d'avis ? Oui, mais c'est le principe, d'appartenir à un collectif politique. Vous pouvez exprimer vos arguments, vos thèses, et puis vous êtes plus fort ensemble que tout seul. Moi, j'ai appartenu pendant longtemps à une force politique, on était tout seul, à Debout la France, on ne faisait rien avancer, et au bout de 10 ans de combat, on en était toujours au même niveau qu'au tout début, malgré les vérités qu'on pouvait dire d'ailleurs. Donc le collectif, c'est important, la discipline, c'est important, parce que si on veut gagner contre les forces que représente Emmanuel Macron, moi ce que j'appelle désormais l'extrême argent, il faut être solidaire, il faut aller ensemble, effectivement. Marine a exposé avec Jordan Bardella, des arguments qui nous ont convaincus, ce qui fait qu'il y avait unanimité dans le groupe. Si le PS avait censuré, vous auriez censuré, probablement, disait hier Sébastien Chenu. C'est vrai, oui. Parce que les conséquences politiques auraient été concrètes. Et là, vous agissez. Mais c'est normal, si vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes décisions quand ce sont des décisions qui ont un effet concret sur les gens, sur le pays, sur la nation. Et quand ce sont des votes de façade qui visent essentiellement quand même à faire de la communication entre les gauches, entre le PS et les Insoumis. Nous, on n'est pas là pour jouer les arbitres des élégances et surtout mentir aux Français, parce que les Insoumis cachent leur responsabilité essentielle. C'est grâce à eux, à cause d'eux plutôt, que M. Macron a été réélu 2 fois et que lors des dernières législatives, il y a quand même eu des manipulations dans les candidatures à grande échelle, puisque tout ce petit monde s'est désisté, soit pour Macron, soit pour la gauche, contre Jordan Bardella. Sinon, on serait très majoritaire, puisque je rappelle que jamais, à une élection législative sous la Ve République, une force politique n'a fait autant de voix que le RN aux élections législatives. C'est quand même un vrai problème. J'ai une question toute simple, que beaucoup d'auditeurs se posent, et m'ont posé d'ailleurs. Comment pouvez-vous être dans l'opposition et ne pas censurer le gouvernement auquel vous vous opposez ? Parce que la censure, c'est pas un jeu. Et que la politique, c'est pas non plus c'est qu'on est dans l'opposition, on est dans la majorité, non ? Oui, mais vous avez raison, on est dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition ? Mais bien sûr qu'on est dans l'opposition, on n'a pas voté ce budget, on l'a combattu. Et vous ne vous opposez pas ? Mais si, on s'oppose. Par exemple, j'ai déposé au nom du groupe Rassemblement National le soutien de Marine Le Pen et de l'ensemble des députés devant le Conseil constitutionnel un recours pour annuler un certain nombre d'articles dans ce budget qui est passé hier. Qui sont anticonstitutionnels, l'article 4, 5 sur le marché européen de l'électricité, on peut en reparler, ou un article, l'article 60, qui a fait passer une foncière d'État qui va transférer potentiellement tout l'immobilier de l'État à un établissement avec des risques de dérive de gestion considérables et surtout une absence de débat démocratique là-dessus. Donc on s'oppose concrètement par des actes réels et pas, en alimentant la communication des Insoumis. Voilà. On voit bien que aujourd'hui, d'ailleurs, ça va favoriser Macron. La gauche va se déchirer, alors que qui de sérieux chez les Insoumis pouvait croire que les socialistes ne trahiraient pas à partir du moment où ils font réélire François Hollande ? Il y a un moment, c'est tellement ridicule et c'est tellement se moquer des Français que nourrir ce cirque en permanence, c'est pas notre fonction. Trahir. Trahir.
Parce qu'ils ont voté avec Emmanuel Macron. Parce qu'ils n'ont pas voté la censure, pardon. Comme vous, d'ailleurs. D'ailleurs, LFI ne s'y est pas trompé, puisque j'ai vu l'affiche. PSRN, côte à côte, derrière Emmanuel Macron. Non mais Marine Le Pen, Olivier Faure, côte à côte. Oui, mais ce qui est bien avec les Insoumis, c'est qu'ils sont tellement excessifs que ce qu'ils disent paraît insignifiant. D'ailleurs, ils ont retiré leur propre visuel tellement ils ont eu peur de leur propre mensonge. Donc écoutez, tout ça est ridicule. Les seules forces politiques qui ont soutenu Macron, tout le monde le sait, tous les Françaises et les Français le savent, y compris ceux qui sont contre le Rassemblement national, c'est que les Insoumis ont systématiquement sauvé M. Macron et sauvé M. Attal et même sauvé Mme Borne et sa réforme des retraites, rappelons-le. Marine Le Pen est une socialiste. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez qui dit cela? C'est vous qui... Éric Zemmour. Ah, Zemmour. Quoi, Zemmour quoi. J'ai cru que c'était Wauquiez parce qu'il a fait à peu près la même sortie. Mais Zemmour, mais c'est ce qu'il a dit encore il y a 5 jours. Mais M. Zemmour, il a voté pour. Non mais attendez, quand Marine Le Pen se battait déjà, Éric Zemmour, il votait pour François Mitterrand. Donc, écoutez, moi je suis pas là pour faire le psy ou le curé de gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher et qui, par leurs excès, essaient d'effacer leur propre turpitude. Dire que Marine Le Pen est socialiste, c'est grotesque. Enfin, il y a un moment, en fait, ce sont tellement des non-arguments et c'est tellement un peu triste d'ailleurs pour la qualité du débat public que tout ça me paraît pas très intéressant. Marine Le Pen, s'est toujours battue contre les records de prélèvements obligatoires, contre l'État obèse, pour un service public de qualité, pour la justice sociale. Pour une réduction de la dépense publique. Pour une réduction, effectivement, de la dépense publique, pour plus de pouvoir d'achat, pour récompenser les travailleurs. Et c'est pas du socialisme, parce que si les socialismes, c'était la justice fiscale, je crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui pensent cela. Bon, donc, réduction de la dépense publique, pourtant, pas de suppression de fonctionnaires. C'est ce qu'elle a dit il y a 8 jours sur LCI, on est bien d'accord. Pas de suppression aveugle. Enfin, la question portée sur le fait qu'il faut... C'est pas aveugle, c'est elle a dit, c'est une politique de droite, la suppression de fonctionnaires. La question, c'était qu'il fallait donner un nombre. Espèce de fétichisme du nombre, comme si déjà les fonctionnaires, par essence, étaient responsables de la dérive de l'État, alors qu'évidemment, l'essentiel, la quasi-totalité font un service public auprès des gens, parce que les fonctionnaires, c'est essentiellement ceux qui éduquent nos enfants, ceux qui soignent, ceux qui assurent l'ordre, ceux qui encadrent, ou les militaires. Donc le fétichisme du chiffre, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, je vous rappelle, donner des chiffres en pâture et puis en fait après dépenser toujours plus d'argent. Donc tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Suppression des fonctionnaires ou pas? Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous supprimeriez des fonctionnaires? Ce qui compte dans l'ordre, c'est supprimer des structures, supprimer des agences, supprimer le millefeuille territorial. Supprimer des fonctionnaires. Quand on supprime l'agence, on supprime l'emploi. Effectivement, et à la fin, vous pouvez avoir un allègement des postes de fonctionnaires et surtout mettre les fonctionnaires sur le terrain au service des gens et pas dans de la bureaucratie ou dans de la surnormalisation qui pose tout un tas de graves supprime problèmes. Des agences, mais on supprime pas des fonctionnaires. Si, mais sauf que c'est dans cet ordre-là. Le fétichisme. Vous les mettez sur le terrain, c'est pareil. Ils sont toujours employés par la fonction publique. Au passage, vous avez un allègement des structures. Mais ce qu'a voulu dire Marine Le Pen, pour quand même en parler souvent avec elle au-delà de la petite phrase, c'est que le but c'est pas de supprimer des fonctionnaires pour supprimer des fonctionnaires, c'est supprimer des structures, alléger la France, alléger les normes, alléger cet étouffement. Vous savez, moi j'étais encore avec une directrice d'école et son équipe dans une petite commune de ma circonscription, Mézières-en-Santerre. Elle me disait qu'elle arrivait à 7h30, la directrice d'école, au lieu de 8h15, parce qu'elle avait beaucoup de papiers et de bureaucratie. Donc même les enseignants aujourd'hui, même les directeurs d'école sont empêtrés, empêchés de bien travailler par la bureaucratie. Donc on voit bien que c'est pas une opposition entre des fonctionnaires, puisque évidemment cette femme et son équipe étaient des fonctionnaires d'État, et l'efficacité, c'est les fonctionnaires contre la bureaucratie, c'est ceux qui veulent travailler contre la bureaucratie. Bien, un mot encore sur ce budget, des recours, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez déposé un recours sur l'abaissement à 25 000 € de chiffre d'affaires du seuil de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs? Malheureusement non, car c'est une erreur politique, mais ce n'est pas anticonstitutionnel. Voilà, c'est la différence, et c'est dur pour ceux qui nous entendent. Il y a des graves erreurs politiques, mais le Conseil constitutionnel n'est pas là pour juger en politique, il juge en droit. Donc en droit, la mise sous tutelle du nucléaire français présente des faiblesses qui me permettent d'attaquer en droit. La création d'une espèce d'agence qui va s'occuper de l'immobilier de l'État avec des graves risques de dérive présente des faiblesses en droit. Malheureusement, cet amendement, puisque c'est un amendement du Sénat, modifié en CMP par le gouvernement, d'ailleurs on n'en a pas vraiment parlé, si vous voulez tout savoir, c'est quand même un vrai problème. Vous n'avez pas parlé en CMP? Non, voilà, c'est un vrai problème. Ah bon? C'est-à-dire ça n'a pas été évoqué? Ça a été peut-être évoqué, mais en quelques secondes. Il faut savoir comment se passe une CMP. D'ailleurs, le Rassemblement national est contre ce déroulement. On n'est pas les seuls, pour le coup, la gauche aussi, il faut être honnête, est contre ce mode de déroulement, de l'Est en huis clos.
Donc c'est très difficile, il n'y a pas de transparence. Et il faut voir qu'on voit des centaines, voire parfois des milliers d'articles et surtout d'amendements en quelques minutes et en quelques secondes. Et donc parfois ça passe. Et si vous voulez, si les rapporteurs du Sénat, de l'Assemblée ne veulent pas aborder un sujet, eh bien c'est très difficile pour les opposants en CMP de l'obtenir. Et surtout, on a beaucoup de difficultés à en parler. Moi, j'ai fait quelques tweets. On me les a déjà reprochés. Moi, je suis donc pour la transparence. Il faut que cette CMP se fasse devant les Françaises et les Français, devant les journalistes. C'est pas normal que se fasse comme ça à l'ombre de l'Assemblée et du Sénat. C'est pas digne d'une démocratie moderne. Jean-Philippe Tanguy, plusieurs propositions de loi LR aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Restriction du droit du sol à Mayotte. Qu'est-ce que j'ai encore? Prioriser les travailleurs dans l'attribution des logements sociaux. Vous votez ça? Oui. Oui, bien sûr. Enfin, vous n'avez pas soutenu en commission, mais... Non, mais si le texte à la fin répond aux enjeux, oui, nous le verrons. Mais vous savez, c'est toujours compliqué. C'est comme c'est souvent le cas, surtout à l'Union européenne, ceci dit, que les textes peuvent avoir des bons intitulés, paraître bien, et le diable se cache dans les détails. Donc il faut faire attention. Et donc on verra en séance vraiment ce qui est voté. Voilà, les Républicains étant peu nombreux, il arrive quand même que parfois les textes soient bien éloignés des promesses. Bien, suspension des allocations familiales pour parents d'enfants délinquants, ça vous convient, j'imagine. Oui, c'est une proposition que nous avions faite dans nos propres niches et les Républicains nous n'avaient pas soutenu à l'époque. Vous êtes très proche finalement avec les Républicains, enfin avec Bruno Retailleau, j'ai vu. J'ai vu Laure Lavalette dire qu'ils viennent chez nous. Oui, tout à fait, mais pour gagner des voix, les Républicains parlent comme nous et quand ils sont au gouvernement, ils font comme les socialistes. Voilà, par exemple, la régularisation des clandestins au bout de 7 ans, ça c'est Bruno Retailleau. Nous, on est contre toute régularisation et quand il était dans l'opposition, vous pouvez retrouver ses déclarations. Bruno Retailleau était contre les régularisations de clandestins. À l'époque, il avait raison. Les clandestins sont des délinquants. Désolé de le dire, mais ils ne respectent pas la loi. Soit ils sont rentrés en France de manière illégale, soit ils sont restés en France de manière illégale. Ils ont donc enfreint la loi. Il n'y a pas de raison de récompenser des gens qui ont enfreint la loi, même si à titre individuel, ils peuvent être sympathiques. La croissance sera faible en France en 2025. On parle de 0,9, mais ce sera sans doute moins. Alors qu'en Espagne, on est à 2,6. Pourquoi ? Je rappelle les mesures du gouvernement espagnol, qui est socialiste. Tourisme, très fort. Consommation des ménages, très forte. 1 500 000 habitants supplémentaires en 3 ans. Prix d'électricité beaucoup plus bas qu'en France. Gros investissements. Recul de l'âge de départ à la retraite. Semaine de 32 heures. Forte immigration de travail et gouvernement socialiste. C'est vrai. Ça vous va, cette politique ? Et absence de budget, puis ça fait 2 ans que les socialistes n'ont pas réussi à faire passer leur budget. Bon, écoutez, je crois qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que l'Espagne profite aussi d'un certain nombre de bénéfices au sein de l'Union européenne qui aujourd'hui lui sont très utiles sur le coût du travail, sur le marché unique, un tourisme qui est structurellement moins cher que dans d'autres pays. Et donc paradoxalement, quand le pouvoir d'achat en Europe s'affaiblit, il y a plus de tourisme en Espagne parce qu'il est beaucoup moins cher. Ça reste la deuxième nation la plus visitée derrière la France. Tout à fait. Et c'est vrai que l'Espagne est très dynamique, envoie une image dynamique, mène une politique dynamique. Après, dans le détail, il serait un peu trop long de revenir sur l'ensemble des mesures que vous avez données, qui sont pas aussi de l'âge de départ à la retraite, c'est vrai. Prix d'électricité, c'est vrai. Ça que je vous fais pas dire, puisque ça fait partie du programme du Rassemblement national. Grâce aux renouvelables. Non, parce que en grande partie. Non, parce que l'Espagne profite beaucoup aussi de l'électricité française. Oui. Aussi, grâce aux renouvelables. Vous pouvez pas dire non. Jean-Philippe Tanguy, c'est la réalité. Bon, après, elle est ce qu'elle est. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, mais on peut avoir un débat sur la politique énergétique, mais je pense que ça nous emmènerait trop loin. On est bien d'accord. Et l'Espagne a aussi des centrales nucléaires. Bien. Jean-Philippe Tanguy, Donald Trump, Marine Le Pen ne semble pas très enthousiaste. Pourquoi ? Mais pour une raison simple, c'est que Marine Le Pen défend les intérêts de la France et Donald Trump va défendre les intérêts des Américains. Et les intérêts des Américains sont souvent très frontaux par rapport aux intérêts français. Donc moi depuis le début, et d'ailleurs tous les leaders du Rassemblement national l'ont affirmé, que les Américains aient choisi leur président bien grand leur face, mais ce sera difficile pour la France, et ce sera sans doute cruel pour la France. Est-ce que l'Europe doit se rassembler, justement ? Mais moi, si c'est possible, je le souhaite. Du moins en opposition aux mesures que pourrait prendre Trump. Et puis surtout défendre nos intérêts, il n'y a pas contre les États-Unis, parce qu'il y a quand même pire que les États-Unis, il y a la Chine, la Russie, qui sont des régimes autoritaires ou des dictatures,
Donc, ils défendent aussi leurs intérêts de manière très dure. J'aimerais que l'Europe des nations, que nous appelons de nos voeux, défende donc les nations et défende nos intérêts plutôt qu'être la carpette des États-Unis. Mais malheureusement, la Commission européenne depuis 30 ans... Donc, il faut plus d'Europe. Ça dépend quelle Europe. Mais si c'est l'Europe de la Commission européenne, c'est plus de carpette des États-Unis. Donc, toujours plus soumis aux États-Unis. Le rôle des États-Unis... Avec une vraie défense commune ? Oui, mais sauf que là... Vous avez évolué quand même. Non, là. Pas du tout, parce que... Vous étiez partisan du Frexit un temps, non? Moi, non. Mais comment on va dire, la défense commune, ça veut rien dire. Aujourd'hui, la défense commune au sein des institutions européennes, c'est une défense américaine. Oui, les Italiens ont des soldats américains sur leur sol, les Allemands ont des soldats américains sur leur sol. Il y a sur le sol européen des équipements américains très lourds, y compris des bombes nucléaires, et donc tout ce petit monde est sous protectorat américain. Donc la seule solution, c'est ce qu'a dit le général de Gaulle, c'est que chaque pays soit autonome des États-Unis et ensemble... Et achète du matériel européen. Et achète du matériel européen, par exemple français. Par exemple, la Pologne, malgré les milliards d'euros qu'on lui verse... C'est ce qu'ont dit les Européens lundi soir. Oui, mais ils disent que ça fait 30 ans qu'ils vivent. Vous savez, Monsieur Bourdin, je vous écoute depuis longtemps, vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez des gens qui connaissent très bien la politique internationale et la politique de défense, et ça fait 30 ans que c'est dit, et à la fin, ils retournent toujours à la niche des Américains, parce que un certain nombre de pays européens ont fait le choix du parapluie américain et d'être en orbite des États-Unis. La France, il faut le dire, et le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, sont les deux seuls pays, il y a la Pologne aussi, qui font un effort financier de défense depuis toujours pour garder une vraie armée. Et les autres, ils n'ont pas une vraie armée. Vous parlez de l'Espagne, l'Espagne n'a plus de vraie armée. Il faut dire les choses. Moi, j'aime bien les Espagnols, mais ça fait longtemps qu'ils ont choisi de ne plus être une nation indépendante. D'ailleurs, pendant la guerre d'Irak, il suffit de regarder qui soutenait les Américains. Il y avait les Italiens, les Polonais, voilà. Bien, Jean-Philippe Tanguy, si nous étions au pouvoir, nous ferions avec l'Algérie ce que Trump a fait avec la Colombie. C'est ce qu'a dit hier Jordan Bardella. C'est pas compliqué, au pouvoir. Donc, vous mettriez de force des Algériens clandestins dans des avions militaires, direction l'Algérie. Absolument. Oui. Et si l'Algérie refuse l'atterrissage de ces avions ? Mais il y aura des mesures de rétorsion très dures, fin de tous les visas et fin surtout des échanges monétaires entre la diaspora algérienne en France et l'Algérie. Donald Trump qui veut déplacer les habitants de Gaza et les envoyer en Égypte même et en Jordanie, même s'il a mis un peu d'eau dans son vin, c'est un déplacement forcé de population, une violation du droit international selon vous ? Ah oui, si ça va au-delà des paroles et des excès permanents de M. Trump qui parle beaucoup pour obtenir autre chose, ce serait une violation grave du droit international. J'ose espérer que ces déclarations ont un autre but, et le but de faire bouger les plaques tectoniques du Moyen-Orient. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un autre objectif, en tout cas je l'espère, parce qu'évidemment, là, ce serait une grave entorse au droit international, puis au droit humain, tout simplement. Bien, Jean-Philippe Tanguy, une dizaine d'écrivains, donc Kamel Daoud, Mélissa D'Acosta, Joël Dicker et d'autres, refusent de participer à un déjeuner, celui de l'Express, déjeuner des plus gros vendeurs de livres, avec Jordan Bardella. Oui, mais c'est la posture, c'est le théâtre. Pas question de banaliser le mal. Vous êtes le mal, Jean-Philippe Tanguy ? Dans ce cas-là, il faut expliquer à tous les Français qui ont acheté ce livre qui sont le mal. Bon, écoutez, tout ça est ridicule. Ces gens essaient de se donner une bonne conscience, prendre des résistants d'opérette. Voilà, s'ils veulent combattre le mal, je crois qu'il y a suffisamment de vrais adversaires. C'est un résistant des libertés, oui, tout à fait. Il a qu'à s'occuper de gens qui sont vraiment dangereux dans notre pays. J'entends pas beaucoup là-dessus. Kamel Daoud, c'est un résistant d'opérette. Oui, s'il pense que déjeuner Jordan Bardella, être dans la même pièce que Jordan Bardella qui fait 11 millions de voix, c'est déjeuner avec le mal, il est ridicule. Voilà, je le dis, moi j'ai lu ses livres, on peut être un brillant écrivain, c'est arrivé souvent dans le passé, et avoir des opinions politiques complètement débiles. Dites-moi, vous avez entendu la proposition d'Éric Piolle qui veut dépister l'alcool et les stupéfiants à l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je pense qu'il fréquente trop les insoumis et qu'il a trop de doutes sur eux. Ah bon ? Pourquoi ? J'essaie de comprendre d'où vient cette proposition. Ça fume et ça boit à l'Assemblée nationale ? Non, tout ça est très caricatural. Ça fume, oui, malheureusement, il y a des gens qui fument. Pour leur santé, je leur conseille d'arrêter, mais moi, je suis pas le père la morale. Je parle pas de la cigarette. Ça prend de la cocaïne. J'en ai chopé un jour avec un joint, mais bon, c'est triste. Où ? À l'Assemblée. Dans votre groupe ? Non, pas dans mon groupe, dans le groupe des Insoumis. Ah bon ? Voilà, donc malheureusement, ça existe. Ah bon ? La banalisation de la drogue. C'est qui Ça sert à rien de dire qui c'est. Oui, on va pas dénoncer. Non, mais c'est pas. On n'est pas pour dénoncer ici. Et pour le coup, c'est pas la première fois que je le dis. Vous savez, moi, depuis que je suis élu, j'ai toujours, dès que l'occasion m'en est donnée, dénoncé la banalisation de la drogue
dans les élites. Je crois que ça joue un rôle très important dans les cartels qui existent dans notre pays. Vous êtes sûr que ça n'existe pas au Rassemblement national ? Je ne sais pas. Malheureusement, les vices peuvent être partout. Moi, je suis pas prétentieux à dire qu'on est protégé des risques qui touchent la société française. C'est pas le genre de la maison d'avoir ce genre de prétention. Ce que je dis, c'est que la banalisation de la drogue dans les plus hautes instances, tout en disant l'inverse dans les médias, joue évidemment un rôle dans le cancer qu'est la drogue dans notre société. Et je pense que quand les bourgeois, les enfants de bourgeois auront des peines très dures contre l'utilisation de la drogue, je crois que la drogue reculera dans notre pays, parce que il faut de la cohérence dans la lutte contre la drogue. Et le fait que que ce soit dans les grandes écoles que j'ai fréquentées, dans les grandes entreprises que j'ai fréquentées, dans les milieux aujourd'hui que je peux fréquenter, les soirées, les machins, où la drogue soit finalement banalisée, est un gros problème d'hypocrisie déjà, mais surtout ça joue un rôle d'affaiblissement de la lutte contre la drogue. Jean-Philippe Tanguy, merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h, presque 9h.